Donc, rebonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Merci de votre disponibilité. Nous allons démarrer la séance d'aujourd'hui. Donc, merci à tous et toutes d'être présents et présentes aujourd'hui. Donc, je m'appelle Ashraf Ibra. Je suis consultant auprès d'organisations de la société civile au Maroc et je suis consultant pour Jadara Foundation sur tout le volet plaidoyer et institutionnalisation. Voilà. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, excusez-moi, parce que je vois qu'il y a des personnes qui veulent rejoindre. Parfait. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, qui correspond au module numéro 4, nous allons voir le cadre normatif et organisationnel des organisations non gouvernementales. Donc, dans ce module, nous allons dans ce module, nous allons essayer de connaître quels sont les documents procéduraux et organisationnels nécessaires pour toutes les organisations de la société civile, comment on peut optimiser la gestion des différentes ressources matérielles, humaines, etc., et l'exécution des activités, et comment on peut mettre en place un système de suivi et d'évaluation performant qui puisse suivre les activités des organisations de la société civile. Voilà. Donc, ce module nous permettra de poser les fondations solides pour nos organisations, d'optimiser le management et l'exécution des activités et d'évaluer effectivement la communication et tous les autres éléments liés à l'organisation. Voilà. Excusez-moi, je vois qu'il y a des personnes qui veulent rejoindre. Un message. J'ai accepté. Accepté. Voilà, c'est bien. Parfait. Donc, la première partie concerne les fondations solides pour mon ONG. Excusez-moi, parce que je vois qu'il y a toujours des personnes qui rejoignent et j'ai le petit son, du coup, je dois revenir. Donc, qu'est-ce qu'une organisation de la société civile ou une organisation non gouvernementale solide? C'est une organisation qui est structurée, d'accord? Qui a une gouvernance et une organisation interne structurée, d'accord? Et qui a une vision stratégique claire. Donc, ces deux éléments sont très, très importants. Il faut avoir une bonne gouvernance et une bonne organisation, d'accord? Et il faut aussi avoir une vision stratégique claire. C'est-à-dire, il faut que je sache qui je suis en termes de gouvernance, en termes d'organisation, comment je m'organise, etc. Et il faut que je sache où est-ce que je veux aller, et ça, c'est incarné à travers la vision stratégique de l'organisation. Donc, comment établir une gouvernance solide et structurée? Il faut que mon organisation puisse avoir un cadre légal et organisationnel formalisé dès le départ, d'accord? Ceci à travers l'ensemble des documents officiels, comme les statuts, comme le règlement intérieur, comme les différents process, etc., qui sont des documents juridiques, réglementaires, et qui sont aussi des documents organisationnels qui me permettent de bien organiser mes activités. Voilà. Donc, il faut aussi que mon activité soit adaptée au contexte juridique, socio-économique et politique du pays dans lequel j'interviens. Donc, ce côté-là est très, très important. Bien sûr, nous sommes tous des organisations qui interviennent dans des pays qui sont des pays différents, qui ont des lois différentes, qui concernent les associations et les organisations de la société civile de manière plus générale. Donc, c'est très important de savoir ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire en tant qu'association. Voilà. Donc, il y a toujours des lois cadres qui régulent l'activité des associations et il est obligatoire pour moi d'être au courant de tout ce qui concerne mon activité. Par exemple, quelles sont les activités que je dois organiser, quelles sont les activités que je ne peux pas organiser, quelles sont mes différentes obligations, quels sont mes différents droits,
Par exemple, au Maroc, je donne l'exemple du Maroc, les associations, par exemple, est-ce qu'elles ont le droit de faire un appel à la générosité publique? Pas toutes. Il faut bien sûr avoir la reconnaissance d'utilité publique, etc. Est-ce que les associations ont le droit de mener des activités génératrices de revenus? Parfois, dans le cadre de leurs activités, quand elles veulent vendre des produits, est-ce qu'elles ont le droit de facturer? Est-ce qu'elles ont le droit de détenir du foncier, c'est-à-dire pouvoir acheter des biens ou pas? Tout ça, il est très, très important de le connaître dès le départ à travers la connaissance des différentes lois qui organisent mon activité en tant qu'association ou qu'organisation de la société civile. Voilà. Maintenant que, bien sûr, que j'ai mes statuts, que j'ai mon règlement intérieur, il faut que je puisse mettre en œuvre ce qu'on appelle les instances de gouvernance. Les instances de gouvernance, c'est un ensemble d'instances qui me permettent de formaliser les interactions au sein de mon association. D'accord? Il y a premièrement ce qu'on appelle le CA, le conseil d'administration, qui est l'organe décisionnel le plus important dans une organisation non gouvernementale. Donc, c'est le conseil d'administration qui va définir la stratégie globale, qui va approuver le budget, etc., et veiller à la bonne gestion des ressources. Donc, il est également composé des membres élus, incluant généralement un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire général. Donc, il faut savoir qu'il y a des conditions de forme pour le conseil d'administration. Bien sûr, il faut avoir un président, il faut avoir un secrétaire général, il faut avoir un trésorier. C'est la loi, c'est la règle. Non seulement c'est la loi et la règle, mais c'est une condition nécessaire pour le bon déroulement des activités et la bonne gouvernance de mon association. Donc, on parle du conseil d'administration. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le bureau exécutif. Donc, le bureau exécutif est chargé de la gestion courante de l'organisation. Donc, il va mettre en œuvre les décisions prises par le conseil d'administration et veiller à leur application au quotidien. Il est généralement composé d'un nombre restreint des membres du conseil d'administration, ce qui permet une prise de décision plus rapide et réactive face aux défis. C'est-à-dire que là, pour le conseil d'administration, je peux avoir un conseil d'administration qui est très large, qui comprend à la fois le président, le vice-président, le trésorier, le secrétaire, les membres assesseurs, les différents membres. Ça peut être une dizaine, une vingtaine, une trentaine en fonction des associations. Toutefois, pour la gestion quotidienne des activités, les affaires courantes, etc., je ne peux pas toujours recourir au conseil d'administration, d'accord? Parce que, justement, pour des raisons pratiques, donc le conseil d'administration va élire ce qu'on appelle un bureau. Et c'est le bureau qui va être en charge de l'exécution de tout ce que décide le conseil d'administration. D'accord? Donc, le bureau exécutif émane du conseil d'administration. D'accord? C'est un petit bureau restreint, une forme de conseil d'administration restreint qui est en charge de la gestion des affaires courantes, etc. Par la suite, nous avons le directeur exécutif ou le secrétaire général. Ça dépend des cadres, ça dépend des pays, ça dépend des ONG. Par exemple, on a vu que pour certaines ONG dont on a reçu les candidatures, elles fonctionnaient généralement avec un bureau qui est composé de secrétaire général qui exerçait en quelque sorte la fonction de directeur exécutif, c'est-à-dire que c'était le secrétaire général qui était responsable de la gestion opérationnelle de l'organisation, qui assure la mise en œuvre des stratégies et qui va coordonner le travail des équipes sur le terrain. D'accord? Donc, le directeur exécutif ou le secrétaire général, ça dépend des cadres, est l'intermédiaire entre les instances dirigeantes et les équipes opérationnelles. Voilà. Et c'est lui qui va être en charge du pilotage de tous les aspects liés à la communication interne et à l'efficacité, etc. Donc, on a conseil d'administration, l'organe le plus important. On a le bureau. Et par la suite, on va dire, là, on est du général au spécifique ou la top to down. Donc, on a le directeur exécutif qui a bien sûr un rôle très, très important dans la gouvernance de l'ONG. On a également le comité exécutif, le COMEX, qu'on appelle le COMEX. Il est en charge du suivi des projets, des programmes spécifiques.
Il peut être composé des membres du conseil d'administration et plus des experts ou des partenaires, etc. Donc, il va superviser, évaluer ou bien ajuster le projet. Donc, on peut avoir dans le COMEX des membres du conseil d'administration, des membres du bureau et il peut être ouvert à des experts, des partenaires ou bien d'autres membres de l'association en fonction des programmes et des projets spécifiques. Donc, son rôle est vraiment limité au programme ou au projet spécifique. Je vais voir juste s'il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Essayer de rejoindre. Bon. Donc, le comité de pilotage, le COPIL, ce qu'on appelle le COPIL regroupe les différents, regroupe le directeur exécutif ou bien le secrétaire général, plus les chefs des départements. D'accord? Donc, c'est une instance moins importante que le COMEX. Le COPIL va superviser les opérations, va gérer les aspects RH et finances et va s'assurer de l'alignement stratégique. Voilà, donc le COPIL va être en charge principalement de certains dossiers, de certains projets, et il peut être organisé, pas forcément de manière périodique, il peut être organisé assez régulièrement, des réunions du COPIL. Donc, je suis sûr que vous tous, dans vos organisations, vous organisez des comités de pilotage, de projets, etc. Voilà. Mais vraiment, là, la différence, c'est qu'il va superviser directement les opérations. Voilà. On parle, par exemple, de copiles de projets spécifiques. Voilà. Donc, on peut avoir plusieurs comités de pilotage pour plusieurs projets. Voilà. On a aussi le comité opérationnel. Donc, là, c'est un niveau moins stratégique. Donc, il regroupe des coordinateurs de projet, des chefs d'équipe. Et le COMOP va mettre en œuvre les différentes activités sur le terrain et suivre les actions et résoudre les problèmes opérationnels. Donc, le niveau décisionnaire euh, est vraiment limité du comité opérationnel. Donc, vraiment, on est entre membres, entre chefs d'équipe, voilà, entre responsables de programme ou responsables de pôle. Et on va bien sûr s'assurer de la coordination sur les projets, parfois dans nos différentes organisations. Et ça, vous devez certainement le vivre. Il y a toujours des intersections entre les différents pôles, les différents projets, que ce soit par exemple au niveau de la communication, que ce soit au niveau d'un projet spécifique ou d'un programme spécifique. Ces différentes intersections peuvent parfois, si elles ne sont pas bien cadrées, peuvent générer des conflits, que ce soit au niveau des équipes, quand il y a deux personnes différentes qui vont demander les mêmes éléments d'une même personne, d'un même collaborateur, d'un même subordonné. Alors, tout cela peut créer des confusions. Donc, l'idéal, c'est d'organiser des comités opérationnels qui vont permettre de débattre de toutes ces questions. Voilà. Donc, l'essentiel à retenir ici, c'est que chaque organisation va structurer ses instances et comités en fonction de ses besoins et de son mode de gouvernance. Certaines fusionnent plusieurs comités ou en créent d'autres pour s'adapter à leur environnement. D'accord? Toutefois, il faut retenir qu'il y a des comités qui sont obligatoires, comme pour une association, il faut tenir le conseil d'administration de manière périodique. C'est écrit dans les statuts de l'association. Donc, à part le conseil d'administration et l'organisation de l'Assemblée générale, etc., les autres comités moins stratégiques peuvent être organisés en fonction des différentes organisations. Dans le cas de Jadara, par exemple, il y a un comité euh, de direction qui est organisé, qu'ils appellent le comité de sélection. Donc, c'est un organe qui regroupe les membres du bureau, qui regroupe le directeur exécutif, qui regroupe les responsables des pôles.
et qui est organisé une fois par an. Et son rôle est vraiment de valider tous les profils des bénéficiaires qui vont être admis pendant l'année courante. Donc, il est généralement organisé en début d'année scolaire pour valider tous les profils, etc. Donc, par exemple, pour une association différente qui ne travaille pas avec les élèves et qui n'a pas besoin forcément d'organiser un comité de sélection en septembre, elle pourra organiser d'autres comités en fonction de ses besoins, etc. Voilà, donc ça, c'est l'idée globale. Il est important de retenir que ce sont les comités qui permettent la bonne gouvernance au sein des organisations et que essayer de travailler, essayer de gérer au quotidien en mode, si vous me permettez l'expression, en mode freestyle, sans qu'on puisse tous se rencontrer autour d'instances préalablement fixées ou de dates préalablement fixées est très, très compliqué, peut créer des conflits, peut créer une malorganisation interne et potentiellement des problèmes liés à la gestion des projets. Donc voilà, ça concerne la partie gouvernance. Donc en ce qui concerne les politiques organisationnelles et les procédures opérationnelles, il faut opérer une définition claire des rôles et des responsabilités de chaque acteur, membre du conseil d'administration, de direction, etc. Il faut avoir une description des processus décisionnels et des mécanismes de contrôle interne. Il faut avoir des normes et des standards applicables à l'ensemble des activités quotidiennes de l'organisation. Il faut et bien sûr avoir des références à d'autres procédures internes pour garantir l'uniformité et la conformité des pratiques. Donc, c'est très, très important de tenir compte de tous ces éléments-là quand on va mettre en œuvre nos différentes instances de gouvernance. C'est-à-dire que si je vais mettre en œuvre un COMEX, il faut que je puisse préalablement fixer le rôle de chaque intervenant au sein du comité, quel est son rôle, comment va s'organiser ce comité, qui va l'ouvrir, qui va le clôturer, est-ce qu'il faut avoir un ordre du jour, est-ce que c'est limité, est-ce que c'est pas limité. Mais l'idée, c'est que tout doit être préalablement à discuter et fixé, bien sûr, et standardisé. Donc, en ce qui concerne les process, la mise à jour des politiques, bien sûr, il est indispensable d'actualiser régulièrement vos politiques à travers une procédure de révision des politiques existantes avec des étapes précises, l'identification des acteurs responsables de la mise à jour, avoir un calendrier de révision et des critères d'actualisation pour déterminer quand et comment on va pouvoir modifier les documents et avoir les méthodes de validation et de diffusion de nouvelles versions auprès de tous les membres de l'organisation. Donc, bien sûr, quand on travaille, et ça, étant donné que vous êtes tous des professionnels, vous êtes au courant de ça, quand on travaille dans des organisations, il faut toujours actualiser les différentes politiques, que ce soit les politiques RH, que ce soit les opérations, que ce soit tout ce qui relève de la finance, etc. Mais il est indispensable de tout actualiser en fonction de l'évolution de l'organisation. C'est-à-dire que si je suis une petite organisation, que je démarre mon activité avec un nombre de bénévoles restreint, sans avoir de collaborateurs, c'est-à-dire de salariés que je paie, etc., les procédures que je vais mettre au démarrage seront différentes des procédures que je vais devoir adopter quand j'aurai grandi, quand j'aurai, par exemple, d'autres pôles, etc. Et bien sûr, c'est indispensable de programmer ça pour la bonne gouvernance de l'association. Et même si, bien sûr, même si on ne va pas forcément modifier tout, mais il faut toujours tenir des points euh, périodiquement pour être sûr que, voilà, que tout est encore valable à mon organisation. Voilà. Il faut bien sûr par la suite établir une vision stratégique de votre organisation. Donc, qu'est-ce que la vision? C'est une description inspirante de l'avenir que vous souhaitez créer grâce à vos actions, reflétant les ambitions à long terme de l'ONG. Il
faut avoir une mission. Donc, la mission, à la différence de la vision, est une déclaration claire et concise qui répond à la question pourquoi notre ONG existe-t-elle et décrit les actions principales qui seront mises en œuvre pour répondre aux besoins identifiés et les valeurs, bien sûr. C'est l'ensemble des principes et d'engagement éthique qui orientent le comportement des membres et la prise de décision au sein de l'organisation. Donc voilà, la vision, la mission et les valeurs, les trois composantes de la vision stratégique qui sont très, très importantes à avoir et qui permettent bien sûr une bonne identification de mon association. C'est généralement ce qu'on retrouve, par exemple, quand on rentre dans le site d'une association ou bien dans les documents de présentation de mon association. Il faut que j'ai une vision, il faut que j'ai une mission, il faut que j'ai des valeurs. C'est ce qui va me différencier de toutes les autres organisations similaires. D'accord? Donc, la vision, la mission et les valeurs. Donc, la vision, c'est les ambitions à long terme. La mission, c'est pourquoi j'existe vraiment, quelle est ma mission dans mon pays ou dans mon environnement. Et les valeurs, qu'est-ce qui me guide? Voilà, donc ce sont les principes et les engagements éthiques. Donc j'imagine que toutes vos organisations disposent de vision, mission et valeurs. Bien sûr, ça c'est très très important. Et puis voilà. Donc peut-être plus tard, je vais vous demander d'écrire quelles sont les différentes visions, missions et valeurs de vos ONG. Maintenant, on va passer au plan stratégique. Le plan stratégique, qu'est-ce qu'un plan stratégique? On va voir le processus de planification, la définition des objectifs, le plan d'action, les KPIs, c'est-à-dire les indicateurs de performance, et l'alignement des programmes et projets avec la stratégie organisationnelle. Donc, quels sont les différents niveaux de stratégie? Donc, pour une gestion efficace et adaptée aux réalités de l'ONG, il est important de distinguer les différents niveaux de stratégie. Donc, on parle premièrement d'une stratégie à long terme. Donc, elle définit la vision globale et les objectifs finaux de mon organisation sur une période étendue, 5 ans et plus. Donc, cette stratégie sert de guide pour toutes les décisions majeures et oriente les développements futurs de l'organisation. Donc ça concerne la stratégie à long terme. La stratégie à moyen terme concerne les plans d'action et les objectifs sur une période intermédiaire, généralement de 2 à 5 années. Elle permet de faire le lien entre la vision à long terme et les actions à court terme en ajustant les priorités en fonction des évolutions du contexte. Et nous avons la stratégie à court terme qui regroupe les différentes initiatives et les projets concrets à mettre en œuvre sur une période de moins de 2 ans. Donc, ces stratégies se focalisent sur des actions immédiates et opérationnelles qui permettent d'atteindre les objectifs fixés à moyen et long terme. Donc, pour le conseil d'administration, il est très, très important d'avoir une stratégie à long terme, d'avoir un plan d'action, bien sûr. Le plan d'action, il est composé de la stratégie. Plutôt le plan stratégique est composé de ces différentes stratégies. Et c'est très, très important aujourd'hui pour une ONG d'en avoir parce que parmi les critères des grands bailleurs de fonds internationaux, par exemple, quand on veut adhérer à un programme avec l'Union européenne, ils demandent toujours le plan stratégique de l'organisation. Donc, ce qui fait vraiment la différence entre une organisation structurée avec des instances de gouvernance, voilà, qui soit solide, c'est le plan stratégique. C'est ce qu'on dispose d'un plan stratégique ou pas. Donc, voilà, on passe à la deuxième partie. Donc, optimiser la gestion et l'exécution de mes activités. Donc, dans cette partie, on va voir comment optimiser la gestion des activités. Premièrement, en ce qui concerne les ressources de l'ONG, les RH, les ressources humaines. Donc, il faut premièrement être en conformité avec les lois du travail.
Donc, il faut garantir que toutes les pratiques RH respectent la législation du travail en vigueur en fonction des différents pays. Donc, il y a des exigences légales, donc le détail des lois et les réglementations applicables au secteur associatif et les procédures de contrôle. Et vous allez le remarquer quand, par exemple, quand vous rentrez dans une association, les associations ont une obligation de diffuser le code du travail qui soit diffusé de manière visible dans l'association. Donc, je ne sais pas pour les autres contextes, mais en tout cas, je vais poser la question par la suite, mais en tout cas, au Maroc, par exemple, c'est une obligation légale de diffuser le code du travail. Il doit être affiché publiquement au sein du département administratif de l'association. Et bien sûr, il faut avoir des mécanismes internes pour vérifier et assurer le respect des normes légales. Voilà. C'est-à-dire, voilà, les différents traitements opérationnels liés au RH. Par la suite, nous avons le plan des ressources humaines aligné avec la stratégie organisationnelle. Donc, il faut garantir une bonne intégration des ressources humaines dans la planification stratégique pour pouvoir favoriser la performance, l'innovation et la croissance durable de l'ONG. Bien sûr, un plan RH, c'est un plan qui va répondre aux différentes ambitions, aux interrogations de mes différentes ressources humaines. Et je vais pouvoir voir, par exemple, qu'est-ce que j'ambitionne de faire avec mes ressources humaines. Est-ce qu'il y a les possibilités d'évolution en interne? Quel est le processus? C'est-à-dire aujourd'hui, on a par exemple des assistants de projet, puis des chefs de projet, puis des responsables, des coordinateurs, puis des responsables, puis des directeurs, puis voilà. Donc, il faut que je puisse avoir un plan RH cohérent et clair pour que chaque collaborateur puisse se retrouver, puisse savoir où il est aujourd'hui, comment il peut évoluer différemment. Bien sûr, quand on rentre dans le détail, là, on n'est vraiment pas dans le détail, on est dans la base. Mais bien sûr, les associations peuvent avoir ce qu'on appelle des plans de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour que chaque employé puisse connaître dès son intégration son cheminement logique au sein de l'organisation. Ça permet de fidéliser les ressources humaines et garantir leur implication et, in fine, va favoriser la performance au sein de l'organisation. Voilà. Il y a bien sûr un ensemble de politiques et procédures RH qu'il faut respecter et qui permettent de favoriser une meilleure compréhension des droits et des devoirs des employés. Ils peuvent réduire les tensions internes et optimiser la gestion des ressources humaines. Euh, Ces politiques et ces procédures RH, par exemple, sur la gestion des congés, la gestion des récupérations, etc. Je parle de ça, des différentes procédures. Il faut qu'elles soient claires et simples. Il faut qu'elles garantissent une disponibilité multicanale, une facilité d'interprétation et une mise à jour, bien sûr, régulière des différentes procédures et politiques RH. Donc, c'est très important d'expliquer aux collaborateurs les différentes politiques et procédures RH mises à disposition. Voilà. Les politiques RH doivent couvrir les aspects essentiels du cycle de vie des employés dans l'organisation. Donc, on parle par exemple des politiques de recrutement et d'intégration, plan d'intégration par exemple, les conditions de travail et de développement professionnel, la politique de rémunération et des avantages, le code de conduite et d'éthique professionnelle et les procédures de plainte et recours. Par exemple, sur la politique de rémunération et des avantages, il faut que moi, en tant que collaborateur, ça soit clair pour moi, que ça soit connu publiquement et clairement et officiellement quelle est la politique de rémunération, quelle est la politique de commissionnement, si mon travail, par exemple, si ma rémunération contient des commissions, comment c'est calculé de manière transparente. Bien sûr, on évolue dans des environnements avec d'autres collaborateurs. Bien sûr, les collaborateurs ont tendance à partager des informations, etc.
Et donc, parfois, quand l'information n'est pas claire et que un collaborateur sent que sur sa rémunération ou ses différents avantages, il est lésé. Donc, ça peut créer des tensions, ça peut créer une incompréhension, etc. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir des politiques qui soient claires. Voilà. Après, pour les termes de référence, il faut offrir un modèle standardisé et attractif de chaque poste ou chaque rôle pour diffuser les opportunités d'emploi au sein de votre ONG. Donc, on parle des termes de référence, comme on peut parler de fiches de poste, etc., qui vont revenir sur l'ensemble des tâches, des missions, du champ d'intervention du collaborateur, etc. Donc, il faut que chaque collaborateur puisse avoir des, des termes de référence pour son poste. Donc, tout ça, bien sûr, pour garder en tête le sujet essentiel qui est la gouvernance. Donc, comment assurer une bonne gouvernance pour mon organisation. Que je sois aujourd'hui collaborateur ne veut pas dire que demain, je ne serai pas directeur exécutif et donc je serai forcé d'avoir moi-même à superviser le déploiement des différents processus et puis voilà. Il y a par exemple également des politiques et procédures relatives aux bénévoles. Comme je l'ai dit préalablement, beaucoup d'associations travaillent strictement avec des bénévoles. Donc, c'est très, très important d'encadrer leur travail, comment on va les recruter, quels sont leurs droits et leurs responsabilités, comment je vais garantir leur encadrement et leur suivi, et quelles sont les conditions de travail et de sécurité, et bien sûr la fin de mission et la reconnaissance. Donc, malheureusement, dans beaucoup de contextes, on a tendance à travailler avec les bénévoles sans formalisation, très souvent uniquement avec une fiche de bénévole où on va recueillir uniquement les informations générales liées au nom, prénom, etc. du bénévole, sans contractualisation des fois, sans encadrement, sans rien du tout. Et ça, bien sûr, c'est très problématique quand parfois il y a des petits problèmes qui surgissent. On se rend compte qu'on n'a pas de cadre qui encadre voilà, l'interaction entre moi en tant qu'association ou qu'ONG et le bénévole. Donc parfois, ça peut être très arbitraire. Par la suite, en ce qui concerne les ressources financières, et puis on parle par exemple du manuel, le manuel financier. Donc, c'est un document qui va déterminer les rôles et les responsabilités de chaque acteur impliqué dans la gestion financière, comme les comptables, les gestionnaires, les auditeurs internes, etc. Il y a un ensemble de procédures de gestion financière importantes, comme la procédure de gestion de la trésorerie, la gestion des dépenses et des recettes, la préparation et le suivi budgétaire. Voilà. Donc, pour la gestion de la trésorerie, c'est l'ensemble des processus de suivi des entrées et des sorties des fonds. La gestion des dépenses et des recettes, c'est les méthodes pour contrôler et enregistrer toutes les opérations financières. Et la préparation du suivi budgétaire, c'est les étapes pour élaborer, mettre en œuvre et suivre le budget prévisionnel. En ce qui concerne les contrôles internes et les audits, c'est très, très important de garantir une mise en place des procédures de contrôle interne pour détecter et prévenir les anomalies, de garantir une planification des audits internes et externes pour vérifier la conformité et l'efficacité des pratiques. Et puis, pour la gestion des risques financiers, il faut garantir une identification et une évaluation des risques, ainsi que des mesures pour y faire face, notamment en cas de fluctuation, d'imprévus du marché ou de problèmes de liquidité. Donc, très important d'avoir des procédures de contrôle interne et également des procédures de gestion des risques financiers. Tout ça dans le cadre du manuel de procédure financière. En ce qui concerne la gestion budgétaire et la répartition des coûts, donc il y a beaucoup de documents très très importants pour la gestion budgétaire de l'association. On parle par exemple du master budget. Donc le master budget constitue le plan financier global de l'organisation, de l'association, intégrant l'ensemble des budgets spécifiques.
Voilà, donc qui concerne bien sûr tous les aspects de l'organisation, vente, production, dépenses, investissement, etc. Il a pour objectif d'offrir une vision globale des prévisions financières et opérationnelles, de faciliter la coordination entre les différents services et projets et de servir de référence pour la comparaison avec les résultats réels et l'identification des écarts. On a aussi le Cost Share in Operation Expenses, c'est le budget en quelque sorte, ce qu'on appelle le budget des dépenses partagées. Donc, il concerne la méthode de répartition des dépenses communes entre plusieurs projets, départements ou entités. Il a pour objectif de garantir une répartition équitable des coûts indirects tels que les frais administratifs de maintenance ou d'infrastructure, d'optimiser la gestion des coûts et d'améliorer la transparence financière. Donc, bien sûr, comme vous le savez, dans les différents projets, on peut avoir des budgets par projet, mais ces budgets par projet, très souvent, n'incluent pas un ensemble de charges ou un ensemble de coûts qui sont souvent partagés. Quand on parle du loyer, par exemple, quand on parle des frais d'électricité, quand on parle des frais d'eau, quand on parle des frais d'Internet, etc. Donc, c'est un ensemble de coûts qui ne sont pas liés spécifiquement à un projet et qui sont partagés entre les différents projets que met en œuvre l'organisation. Donc, tout cela doit être visible dans un budget des coûts partagés. Et puis, on a aussi l'Operation or Office Shared Budget qui désigne le budget commun alloué aux dépenses partagées par différents services. Voilà, comme les frais de location, services publics, fourniture de bureaux et maintenance, dépenses communes pouvant être réparties selon l'usage ou la contribution de chaque département. Voilà. Donc ça, c'est trois budgets différents qu'une association doit mettre en œuvre pour garantir un bon suivi budgétaire, une bonne répartition des coûts en fonction de tous les projets et les programmes qu'elle met en œuvre. Donc, pour s'assurer que tout cela est bien fait, il faut bien sûr s'assurer de la conformité aux exigences financières en mettant en place des processus et des politiques clairement documentés qui régissent toutes les opérations financières. Donc, ces mécanismes assurent que l'organisation respecte les normes comptables, légales et réglementaires en vigueur. Donc, le rapprochement, qui est un principe très, très important. Donc, c'est le processus de rapprochement consiste à comparer les enregistrements internes de l'organisation avec les relevés bancaires ou autres sources externes afin de vérifier l'exactitude des comptes. On a aussi le reporting financier externe, qui est très souvent une exigence des donateurs. Donc, c'est un rapport financier qui concerne chaque projet mis en œuvre avec un partenaire. Donc, bien sûr, les partenaires exigent des rapports. Donc, il faut leur fournir des rapports détaillés régulièrement pour qu'ils puissent aussi suivre voilà, les dépenses qu'ils ont financées. C'est tout à fait logique, étant donné que ces mêmes donateurs sont eux-mêmes, bien sûr, tenus de rendre compte. On a aussi ce qu'on appelle la preuve des paiements des taxes. Donc, il faut toujours fournir les justificatifs attestant que l'organisation s'acquitte de ses obligations fiscales. Et puis, on a les documents de portefeuille de financement. Le document a pour objectif de recenser et de détailler l'ensemble des sources de financement de l'organisation, incluant subventions, dons, partenariats et autres apports financiers. Voilà. Là, on va passer à la gestion des ressources matérielles, les systèmes, les politiques et les inventaires. Donc, on a les systèmes d'exploitation des ressources et des biens. Les principaux composants d'un système de gestion des ressources, c'est premièrement l'identification et l'enregistrement des biens, l'utilisation et la maintenance, le suivi des responsabilités et l'optimisation des ressources. Donc, pourquoi il faut avoir une politique de gestion des biens? Donc, une politique claire permet d'assurer une gestion transparente, efficace et durable des ressources matérielles. Donc, cette politique est constituée
suivi de l'acquisition des ressources, l'utilisation et la distribution de ces ressources, la sécurité et la protection des biens, et la disposition et le remplacement des biens. Donc, en ce qui concerne la gestion et la mise à jour de l'inventaire, donc un suivi rigoureux de l'inventaire permet d'éviter les pertes, de mieux planifier les besoins et de garantir une utilisation optimale des ressources. Donc, là, on va parler de la politique de gestion des risques. Donc, la politique de gestion des risques est composée du diagnostic et l'identification des risques, la cartographie des risques, l'ensemble des procédures de gestion préventive, les procédures réactives et plans de contingence, la formation et sensibilisation des équipes, les responsabilités gouvernance, suivi et amélioration continue. Donc, il y a aussi document des leçons apprises qui euh, permet bien sûr d'avoir un récapitulatif des incidents, une description détaillée des événements survenus, qu'ils soient positifs ou négatifs, l'analyse des causes, qui permet l'identification des facteurs ayant conduit aux incidents, toutes les mesures correctives et préventives qui peuvent comporter des recommandations pour éviter la récurrence de problèmes similaires. Il y a aussi les différents mécanismes de diffusion qui sont les modalités de partage des leçons apprises avec l'ensemble des parties prenantes afin de renforcer la culture de prévention. En ce qui concerne la capacité en gestion des risques, on parle de l'évaluation des compétences internes qui concerne l'analyse des ressources humaines et techniques disponibles pour la gestion des risques, la formation et le développement. C'est l'ensemble des programmes de formation destinés à améliorer les compétences en gestion des risques pour les équipes. La partie outils et technologies qui concerne l'identification des outils de monitoring et de gestion des risques utilisés au sein de l'ONG et les indicateurs de performance qui permettent de mesurer puis évaluer l'efficacité des pratiques de gestion de risques. Tout ça, bien sûr, permet d'identifier et de gérer les risques pour assurer la conformité de mon organisation. On parle aussi de la politique cadre de conformité qui comprend les normes et les règlements applicables, c'est-à-dire le recensement des exigences légales, réglementaires et normatives pertinentes, les procédures de contrôle interne, c'est la description des mécanismes de contrôle et d'audit visant à assurer la conformité, les rôles et les responsabilités, avec une définition des responsabilités de chaque acteur dans le processus de conformité, et le plan de mise en œuvre avec un calendrier et étapes pour intégration des exigences de conformité dans le processus dans les processus opérationnels. Voilà. Donc maintenant, on passe à comment on peut travailler avec la communauté, impliquer, collaborer et créer des synergies durables. Donc l'ensemble des politiques et procédures d'évaluation des besoins de la communauté. Euh, Ça démarre par une introduction, donc présentation des objectifs et de l'importance de l'évaluation des besoins communautaires. La méthodologie, c'est la description des étapes pour mener l'évaluation, y compris la collecte de données qualitatives et quantitatives. Les outils et les techniques, c'est la présentation des instruments de collecte tels que les enquêtes, les entretiens et les groupes de discussion. L'analyse des données, c'est les procédures pour interpréter les informations recueillies et identifier les priorités d'intervention. Le plan d'action, c'est l'élaboration de stratégies basées sur les résultats de l'évaluation pour répondre efficacement aux besoins identifiés. Donc, on a aussi ce qu'on appelle le manuel d'engagement communautaire. Donc, principe de l'engagement, c'est la présentation des valeurs fondamentales telles que l'inclusivité, la transparence et le respect mutuel. Les techniques d'engagement, description des méthodes telles que les consultations publiques, les ateliers participatifs et les plateformes en ligne. La gestion des relations, quelles sont les stratégies pour établir et maintenir les relations positives avec les membres de la communauté. Évaluation de l'engagement, quels sont les outils pour mesurer l'efficacité des initiatives et d'engagement pour recueillir des retours pour
pour l'amélioration continue. Donc, en ce qui concerne les mécanismes de feedback et de réponse, nous avons les différents canaux de communication. On peut identifier les moyens par lesquels les membres de la communauté peuvent soumettre leur retour, boîte à suggestions, plateforme en ligne, réunions publiques, processus de traitement. Donc, la description des étapes pour examiner, analyser et répondre aux retours reçus. Les responsabilités, c'est la désignation des personnes ou des équipes chargées de gérer le mécanisme de feedback. Le suivi et l'évaluation, donc c'est la mise en place d'indicateurs pour mesurer l'efficacité du mécanisme et apporter les améliorations si nécessaire. Donc, comment évaluer l'efficacité et communiquer efficacement? Donc, premièrement, il faut mettre en place un système de suivi et d'évaluation pour mesurer l'évolution des processus de mon ONG. Donc, le cadre de suivi et d'évaluation, l'objectif du système d'évaluation et de suivi euh, doivent être alignés sur la mission de l'ONG. Il faut avoir des indicateurs de performance clés pour mesurer les résultats. Il faut avoir des méthodes et des outils de collecte de données. Il faut avoir une fréquence et un calendrier des activités de suivi et d'évaluation. Et bien sûr, il faut déterminer les rôles et les responsabilités des parties prenantes. En ce qui concerne la politique de suivi et d'évaluation, donc il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments. Premièrement, l'engagement envers la transparence et la responsabilité, les différentes normes éthiques pour la collecte et l'utilisation des données, l'intégration du suivi et évaluation dans toutes les phases des projets et l'utilisation des résultats du suivi et d'évaluation pour l'amélioration continue. Comment se fait le suivi et l'évaluation euh, des activités de l'ONG? On peut parler, par exemple, du rapport de suivi et d'évaluation. Il va fournir une analyse des données collectées par rapport aux indicateurs préalablement définis au départ, une évaluation de l'efficacité et de l'efficience des activités menées, l'identification des succès, bien sûr, des défis et des leçons apprises, et fournir des recommandations pour les actions futures et les ajustements nécessaires. Donc, pour le plan stratégique de l'ONG doit intégrer les objectifs à long terme et tout cela, bien sûr, doit être intégré dans le plan stratégique dont on a parlé préalablement. Donc, tout le suivi et l'évaluation va me servir quand je vais préparer mon nouveau plan stratégique, va me servir bien sûr pour ne pas répéter les erreurs préalablement commises, etc. Et bien sûr pour capitaliser sur les réussites, etc. Voilà. Donc tout ça pour garantir une bonne politique de suivi et d'évaluation. Il y a aussi bien sûr les rapports d'avancement. Ces rapports fournissent une mise à jour régulière sur l'état d'avancement des projets euh, et des initiatives. Ils permettent de suivre les progrès, d'identifier les défis et de célébrer les réussites. Un reporting efficace favorise la transparence, facilite la prise de décision et assure que tous les membres sont informés des développements clés. Euh, il y a aussi la question très importante de la transparence des sources de financement. Donc, ce document détaille les différentes sources de financement des ONG, les montants reçus et leur utilisation prévue. Donc, la transparence financière renforce la confiance des membres et des partenaires et assure une gestion responsable des ressources. Voilà. Donc, tout ça pour mettre en place un bon système de suivi et d'évaluation pour mesurer le progrès et le bon déroulement des activités de mon ONG. Voilà, donc la session d'aujourd'hui qui a concerné le cadre normatif des associations. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le chat. Je vais revenir au chat pour pouvoir voir quelques questions.
Et sinon, on va consolider toutes les questions et vous fournir des réponses. Voilà. On revient. Donc, il y avait une question sur le bureau exécutif. Donc, combien de personnes dans le bureau exécutif? D'ailleurs, je vous invite, s'il vous plaît, à écrire vos questions si vous avez des questions dans le chat. Donc, je vais prendre les questions qui vont être écrites sur le chat. Donc, il faut combien de personnes dans le bureau exécutif? Euh, euh, ça dépend du contexte, ça dépend de l'association, ça dépend des lois. Ce qui est sûr, c'est que il faut avoir un bureau exécutif pour bien sûr gérer le déroulement des activités. On ne peut pas toujours recourir au conseil d'administration. Et puis voilà. Est-ce qu'il faut nécessairement un nombre impair? Pas forcément, pas que je sache. J'ai été dans plusieurs organisations, c'était des organisations différentes, donc pas forcément un nombre impair et pas forcément un nombre déterminé dans le bureau exécutif. Et puis voilà, mais il faut bien sûr qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait voilà, il faut qu'il y ait le président, le trésorier, le secrétaire. C'est généralement ce qui se fait avec quelques membres du conseil d'administration. Pas forcément tous les membres du conseil d'administration. Voilà. En tout cas, je ne vois pas qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais, comme d'hab, vous envoyer la présentation. Donc, comment déterminer les politiques prioritaires à mettre en place dans une ONG en fonction de l'activité, en fonction de la taille de l'ONG, en fonction bien sûr de ses missions. C'est-à-dire que si je suis une organisation qui a démarré de manière très grande avec beaucoup de moyens, que je vais recruter beaucoup de collaborateurs, c'est-à-dire que je vais commencer par bien sûr avoir les privilégiés, tous les manuels RH, les procédures RH pour garantir que, toutes les procédures RH sont là. Par contre, si je suis une organisation petite, je commence petite de taille avec un nombre limité de collaborateurs, mais avec beaucoup de fonds, et je vais bien sûr utiliser beaucoup de fonds avec des ressources humaines limitées. Je vais peut-être privilégier tous les manuels de gestion financière, avoir une politique d'achat claire qui soit conforme aux normes des pays, etc. Donc, ça dépend de l'activité, ça dépend du contexte, etc. L'essentiel, c'est qu'in fine, il faut que j'ai toutes les politiques, tous les manuels, toutes les procédures, tous les process. À terme, il faut que je puisse les avoir si je souhaite grandir. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais tout mettre en œuvre en même temps. Ça veut dire que je sais que je suis premièrement conscient de la nécessité d'avoir des manuels, des procédures, etc. Et que je vais les mettre en œuvre. Je m'engage à les mettre en œuvre. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez peut-être eu la chance de postuler à des appels à projets avec des bailleurs de grands bailleurs de fonds internationaux, je parle de l'AFD ou je parle de la coopération allemande ou autres bailleurs de fonds, ou surtout l'Union européenne et ses différentes instances. Très souvent, ils demandent des informations sur les différentes politiques, voilà, la procédure des achats, comment vous allez dépenser l'argent, ou les moyens qui vont mis à votre disposition, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des outils informatiques pour le suivi budgétaire, RH et activités? Bien sûr, il y a beaucoup d'outils informatiques. D'ailleurs, ça évolue très rapidement. Euh, voilà, donc il y a les logiciels comptables comme Sage avec ses différentes versions pour le suivi budgétaire, pour le suivi comptable. Pour la partie RH, il y a aussi des logiciels. Je pense à Power BI, etc.
Pour les activités, il y a plusieurs. Ça dépend, en fait, ça dépend des contextes. Pour les opérations, il y a des ONG qui peuvent travailler avec les outils de Microsoft, donc les outils de Google, les outils de Microsoft, ou bien des applications comme Notion, etc., qui permettent bien sûr une bonne utilisation informatique. En tout cas, tout ça est en train d'évoluer très rapidement avec l'intelligence artificielle. Comment on peut susciter l'intérêt des donateurs? Alors, bien sûr, un donateur, quand bien même le projet proposé serait intéressant, c'est-à-dire que je peux venir aujourd'hui avec le meilleur projet, un projet solide, un projet structuré, à fort impact, etc. Mais ce bailleur de fonds, ce donateur, a aussi des obligations, a lui-même des obligations. Si je n'ai pas les statuts, si je suis une organisation qui n'a pas de statut légal, qui n'a pas son récépissé d'enregistrement, qui n'a aucune procédure, bah, c'est logique que le donateur ne puisse pas me financer parce que lui-même sera tenu de justifier son financement auprès de son pays. Donc, c'est très, très important, premièrement, d'être structuré. Donc, il y a toujours le primat de la structuration et par la suite le projet présenté. Donc voilà, donc c'est très très important. Aucun bailleur de fonds ne s'engagera, je parle des grands bailleurs de fonds internationaux, ne s'engagera à vous financer s'il sait que vous n'avez aucune procédure, aucun manuel, aucune politique, etc., administrative, financière, RH et tout. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup, comme je l'ai dit auparavant, de votre présence tous et toutes. Euh, je vais vous envoyer le support de communication et je serai avec vous. Enfin, là, avec Jadara, dans le cadre du projet, on est en train de vous envoyer des documents pour des lettres d'invitation pour que vous puissiez démarrer les demandes de visa, etc., vous enregistrer, avoir vos badges, pour l'événement, etc. Donc, on reviendra vers vous très rapidement avec l'ensemble des documents nécessaires. Et puis voilà, je pense qu'on vous a envoyé un formulaire, vous êtes en train d'y répondre. On est en train de traiter aussi vos requêtes, différentes requêtes sur les aspects logistiques. Donc voilà, on restera sur ça et on se retrouve bien sûr à la prochaine séance. Merci beaucoup, Daoulata. Merci à tout le monde et très très belle fin d'après-midi.